Écoutez-moi, monstre. Le Monsterverse est un monde façonné par des super-espèces, comme on n'en a jamais vu auparavant. Des plus petites larves fouisseuses, qui creusent en secret sous la terre, jusqu'aux titans gigantesques régnant avec une puissance autrefois considérée comme divine. Ces êtres habitent la planète aux côtés de l'humanité, dans un monde naturel en perpétuel changement. Anciens, essentiels et profondément liés à l'ordre naturel, ils existent pour maintenir l'équilibre dans un monde qui devient de plus en plus instable à chaque époque qui passe. À mesure que cet univers s'est étendu, nous avons été attirés toujours plus profondément dans des régions inexplorées, des écosystèmes oubliés et les vastes profondeurs de la Terre creusent elles-mêmes. À chaque nouvelle découverte, apparaissent des créatures qui défient la compréhension humaine de la nature, de la domination et de la survie. Et maintenant, avec l'arrivée de Monarch, l'héritage des monstres saison 2, ce monde est sur le point de devenir encore plus vaste et bien plus dangereux. Quels monstres familiers pourraient revenir? Quelles formes de vie inconnues attendent d'être révélées? Aujourd'hui, nous commençons à répondre à ces questions en examinant de manière approfondie chaque monstre apparaissant dans l'épisode 1 de la saison 2. Nous explorerons leur biologie, leur régime alimentaire, leur comportement et les rôles qu'ils jouent au sein de cet écosystème fragile de monstres. C'est un épisode très riche et il y a beaucoup à découvrir, alors allons-y. N'oubliez pas de vous abonner pour rester informé de tous les nouveaux monstres révélés chaque semaine, ici même sur Dangerville. Commençons cette plongée dans le monde des monstres en découvrant ce qui se cache sous l'Axis Mundi. Comme vous vous en souvenez, Li Shao y a été laissé à la fin de la première saison. Alors qu'il regarde le portail se refermer, avec Godzilla qui s'en va, il se retrouve seul, sans défense, jusqu'à ce que quelqu'un vienne le récupérer. Cela le rend vulnérable face aux créatures de ce royaume. Entre les mondes, cependant, la première chose qu'il rencontre n'est pas un titan gigantesque, mais la plus petite des faunes, ces insectes ressemblant à des papillons de nuit qui parcourent l'Axis Mundi et qui ont reçu le nom de libellules de fer. Brillant de leurs ailes bioluminescentes, elles n'envahissent pas le visage de Li et préfèrent très probablement se nourrir de la sève des arbres de la région, l'utilisant comme source vitale de sucre, d'énergie et de nutriments. Cependant, peu de temps après, il tombe sur un visage familier, le sanglier des ronces, une bête territoriale qui rôde près des marais de la région. Ayant déjà rencontré Kate, Li Shao s'est maintenant accidentellement aventuré sur son territoire, ressemblant au sanglier sauvage de la surface. Avec d'énormes défenses mortelles conçues pour charger ses ennemis, cette créature a de la mousse et des branches qui poussent sur son dos pour mieux se camoufler lorsqu'elle traverse les marais épais et boueux. Il frappe du sabot, prêt à charger Li. Cependant, le mouvement est interrompu par l'impact d'une capsule de transport Hollow-Earth qui tombe. Mais quelque chose d'encore plus terrifiant se réveille. Enfermée dans un cocon rocheux se trouve une ancienne super-espèce, brusquement réveillée de son hibernation, et elle est furieuse. Voici Titan X, une créature géante ressemblant à un céphalopode, avec plusieurs tentacules barbelés, un large abdomen plat et une gueule reptilienne. De multiples organes de propulsion à réaction courte lui permettent de manœuvrer efficacement dans l'océan, ce qui indique une physiologie bien mieux adaptée aux environnements marins profonds. Elle brille d'une couleur bleu vif, utilisant la bioluminescence, similaire au roi des monstres, mais elle semble aussi pouvoir changer de couleur selon son humeur. Ce que nous verrons démontrer plus tard dans la série. Comment ce titan va-t-il se mesurer à Kong et Godzilla? Nous le découvrirons bientôt. Titan X n'est cependant pas seule. Elle est suivie par des centaines de petites créatures ressemblant à des crustacés, chacune avec des membres semblables à des tentacules et de grands yeux noirs globuleux. Contrairement à Titan X, leurs mâchoires sont circulaires, semblables à des foreuses, bordées de dents acérées comme des rasoirs, parfaites pour creuser et déchiqueter leur proie. Il reste incertain si ces créatures sont la progéniture de Titan X ou si elle la vénère simplement attirée par la protection que sa présence procure. Dans tous les cas, leur arrivée annonce l'avènement d'une force véritablement cataclysmique. Titan X traverse le portail avec ses créatures, traînant Li à la surface avec elle, et de l'autre côté, il s'agit ni plus ni moins que de l'île du crâne. Elle s'enfuit vers l'océan, et la planète fait maintenant face à une force nouvelle, mortelle et irrésistible. Et juste derrière arrive un titan alpha gigantesque,
Alors continuons en jetant un coup d'œil à la mégafaune de l'île du Crâne. Kong, la 8e merveille du monde, arrive, attiré par le nouveau Titan, et détruit l'appareil qui a ouvert le vortex maléfique, paraissant nettement plus grand que la première fois. Nous l'avons vu sur l'île du Crâne en 1973 et même en 1993, mais il n'était toujours pas aussi grand qu'il l'est maintenant. Dans Godzilla contre Kong, car nous sommes encore à plusieurs années de l'affrontement depuis notre première rencontre avec lui en saison 2, il est en train de dévaster la base d'Apex alors qu'il teste une technologie capable d'ouvrir des portails vers la Terre creuse. Kong, protecteur de l'île, agit pour défendre la sainteté de son foyer et des créatures qui y résident, écrasant tout ce qui menace l'ordre naturel. Notamment, il se montre plus agressif sur sa terre natale et ne perd pas de temps à s'occuper de toute menace qui se dresse sur son chemin. Mais aussi, lorsqu'il ne chasse pas carrément, il fait de petites siestes dans les broussailles. Mais il y a beaucoup d'autres créatures qui vivent sur l'île, y compris une que vous pourriez reconnaître. Les Leafwings sont sans doute les créatures originales les plus récurrentes de tout le Monsterverse, apparaissant dans plusieurs films et séries comme un élément persistant et fascinant de l'écosystème de la Terre creuse. Ces créatures ptérosauriennes ressemblant à des chauves-souris sont dotées de lames épineuses, prononcées le long de leur mâchoire, capables de transpercer et de déchirer leur proie avec facilité. Leurs grandes ailes vert éclatant, décorées de motifs feuillus, leur permettent de se fondre dans la canopée. Lorsqu'ils volent en groupe, ils utilisent à la fois la discrétion et l'agilité pour chasser efficacement, ce qui en fait des prédateurs redoutables. Cependant, malgré leur taille relativement petite, ces créatures ne sont que les cousines plus petites et moins dangereuses d'un prédateur encore plus redoutable qui règne dans les cieux de l'île du Crâne. Apparu pour la première fois dans les bandes dessinées, avant d'intégrer la série en prise de vue réelle, le vautour psychopathe, ce prédateur aérien atteint une envergure de 9 pieds et rappelle une chauve-souris. Avec sa fine couverture de fourrure et ses ailes membraneuses, mais aussi ses dents acérées comme des rasoirs et ses serres conçues pour percer et déchirer, il domine les cieux de l'île du Crâne. Très intelligents et coordonnés, les vautours psychopathes sont souvent observés en train de chasser en petites meutes, encerclant leur proie avec précision avant de frapper à l'unisson. Leur apparition ajoute une nouvelle couche de complexité écologique à l'île du Crâne, suggérant une hiérarchie de prédateurs aériens où même les prédateurs eux-mêmes deviennent des proies. Ces créatures se nourrissent souvent d'un poisson-globe venimeux vivant au large de l'île du Crâne, ce qui les plonge dans un état de frénésie, les poussant à tenter de tuer tout ce qui se trouve à leur portée. C'est ainsi qu'ils ont reçu le nom de vautours psychopathes. En plus d'une vision thermique aiguë qui les aide à repérer des proies à sang chaud la nuit, ils possèdent également une décharge électrique qui jaillit directement de leur bouche. Celle-ci est même assez puissante pour abattre un V-22 Offspring en un seul tir. Dans la nature, ils utilisent cette capacité contre leur cousin, le Leafwing, non pour se nourrir mais pour éliminer la concurrence. Ces créatures ont été magnifiquement ramenées à la vie dans Monarch, l'héritage des monstres après leur apparition dans la naissance de comics. J'espère que cela annonce l'arrivée d'autres monstres de ce lore dans la série. Dans l'épisode, les créatures sont attirées non seulement par l'arôme des elfeuilles, mais aussi par les signaux chimiques subtils émis par les humains, y compris l'odeur inimitable de la peur. Cependant, heureusement, leur attention est détournée par une créature plus petite qui se trouve sous terre. À première vue, cette larve semble insignifiante comparée aux prédateurs, comme Psychovautour. En réalité, elle mesure un peu plus de 30 cm de long, suffisamment grande pour éclipser presque tous les insectes du monde naturel. Aussi petite qu'elle puisse paraître, cette créature joue un rôle crucial dans le maintien de la santé de l'écosystème de l'île du Crâne. Ces larves vivent surtout cachées sous terre, creusant dans la terre humide et la matière végétale en décomposition. Avec le temps, elles émergent, transformées, probablement développées en organismes volants, similaires aux mouches spores introduites dans Godzilla X-Con, chasseur de titans, ou en une espèce aérienne étroitement apparentée. À travers ce cycle, elles contribuent à recycler la matière organique et soutiennent la chaîne alimentaire complexe de l'île. Bien que ces créatures soient invisibles la plupart du temps, elles ne forment qu'une petite part du monde caché de l'île du Crâne. Au-delà du sol de la forêt se trouvent des marécages et des vallées sombres abritant les organismes les plus dangereux. En descendant dans les passages profonds des installations abandonnées de l'île du Crâne, nous rencontrons l'une des créatures les plus fascinantes observées aujourd'hui.
Tapi dans l'ombre se trouve un grand carnivore ressemblant à un rongeur. Il se déplace sur de puissantes pattes avant et 2 solides pattes arrière, aidé par une longue queue en forme de fouet qui l'aide à garder l'équilibre. Alors qu'il parcourt son territoire du museau à la queue, la créature mesure près de 6 mètres de long, sa forme générale ressemblant le plus à un rat surdimensionné. Cependant, les observateurs attentifs pourraient remarquer qu'elle ressemble aussi à un grand félin, en particulier par la forme de son crâne. La mâchoire est garnie de dents acérées, efficaces pour déchirer la chair, et sa posture basse et ramassée rappelle la puissante position de chasse d'un jaguar sud-américain. Des signes évidents que cette créature est conçue pour des attaques explosives, bondissant sur sa proie avec une efficacité mortelle. Son corps est recouvert d'un feuillage mousseux et envahi, lui permettant de se fondre parfaitement dans l'environnement humide et en décomposition. Mais ce qui frappe le plus, c'est son visage, creusé et semblable à un crâne, donnant l'impression de quelque chose de mort depuis longtemps. Cette caractéristique troublante pourrait avoir une utilité au-delà de l'intimidation. Ses mâchoires sont garnies de canines surdimensionnées, conçues pour saisir et tuer une proie d'une seule morsure décisive. Sa méthode d'attaque consiste probablement à rester immobile dans la maïa, son visage cadavérique imitant peut-être une carcasse. Lorsqu'un animal sans méfiance s'approche, la créature bondit, maîtrise sa proie et la traîne sous la surface du marais, où elle la noie avant de la dévorer. Cette espèce n'a pas encore reçu de désignation officielle, mais en se basant sur son anatomie et son comportement, nous l'appellerons le rat de Maya. Cette fois-ci, la chasse du rat de Maya est interrompue lorsqu'il est écrasé sous un chariot élévateur, ses côtes brisées et ses poumons écrasés. Cependant, compte tenu des conditions des marais de l'île du Crâne, il est peu probable que ce soit le seul. D'autres peuvent encore rôder, invisibles, dans les eaux sombres en dessous. Maintenant, alors que nous quittons l'île du Crâne, un autre visage familier apparaît, le Mantle Claw. Cette grande créature, proche d'un crustacé, vit dans les zones côtières et eaux peu profondes de l'île du Crâne. Son corps massif et blindé est soutenu par de nombreux membres articulés, avec 2 énormes pinces capables d'écraser les os, la roche et les armures les plus résistantes. Grâce à ces outils, la griffe de fond frappe avec une rapidité étonnante, saisissant sa victime et l'entraînant sous l'eau avant qu'elle ne puisse s'échapper. Son épais exosquelette le protège de la plupart des attaques, lui permettant même de défier des organismes bien plus grands, malgré sa taille et son agressivité. La griffe de fond n'est pas un titan, mais plutôt un prédateur régional dominant, qui occupe le rôle écologique d'un chasseur de sommet côtier. Dans l'épisode 1, on ne le voit pas chasser activement, contrairement à d'autres prédateurs. Cependant, leur positionnement le long du littoral, combiné à la présence d'ailes-feuilles, suggère qu'ils pourraient se nourrir des animaux nicheurs qui habitent le terrain rocheux environnant. Ainsi, alors que nous quittons l'île du Crâne, nous concluons notre étude des créatures rencontrées dans l'épisode 1 de Monarch, l'héritage des monstres. Du royaume instable de l'Axis Mundi jusqu'aux jungles, marécages et littoraux de l'île du Crâne, nous n'avons aperçu qu'une fraction des créatures qui peuplent cette planète. Chaque organisme, du plus petit ver fouisseur à la plus puissante des super-espèces, joue un rôle dans le maintien d'un équilibre qui perdure depuis des millénaires. Et maintenant que Monarch et Apex s'aventurent encore plus loin dans ces royaumes cachés, il est clair que nous allons découvrir encore plus de choses sur cet écosystème secret. Ce n'est que le début. D'autres portails, d'autres écosystèmes et beaucoup plus de monstres vont apparaître au fil de la saison 2 et nous allons tous les analyser épisode par épisode. La saison 2 de Monarch commence vraiment fort, avec des scènes d'action explosives de Kong et une exploration plus poussée de l'Axis Mundi et de la mégafaune de Skull Island. Si ce n'est qu'un aperçu de ce que Monarch nous réserve, alors on va vraiment vivre quelque chose de spécial. Alors, n'oubliez pas de vous abonner et d'écraser le bouton de notification pour ne rien manquer des mises à jour de Monarch. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour dire quel est votre monstre préféré. Je n'arrive pas à choisir entre le Ramaya ou le Psycho-Vautour. J'étais Alistair et on se retrouve, chers résidents, dans la prochaine vidéo.